Si vous avez grandi dans un village de la Beauce ou de l'Essonne à la fin des années 60, vous vous souvenez du bruit. L'aérotrain, cette longue machine brillante qui passait au-dessus des champs sur sa poutre de béton, dans le hurlement d'un moteur d'avion, et vers laquelle les enfants couraient pour la voir filer. À son sommet, l'engin de Jean Bertin dépassait 430 km/h, portait l'espoir d'un pays tout entier et attirait des délégations venues du monde entier. Il avait tenu toutes ses promesses techniques, survécu aux doutes, survécu aux essais, battu le record du monde. Et puis, quelques mois plus tard, l'État y renonçait, et la machine ne revenait plus jamais. Comment un futur que la France avait décidé de construire a-t-il pu, si vite, être abandonné ? Chapitre 1. L'avion sans ailes. Il existe dans la Beauce une ligne de béton qui traverse les champs. Elle part du nord d'Orléans, file entre le blé et la betterave, parfaitement droite, portée par des piles massives. Et puis elle s'arrête. Elle ne mène nulle part. Elle a été construite pour un véhicule qui n'existe plus. Ce n'est pas la ruine d'une usine. Il n'y a pas ici de grille rouillée derrière laquelle des milliers d'ouvriers pointaient chaque matin. Pas de sirène, pas de cité aux volets fermés. Ce qui s'est éteint dans cette vallée n'était pas une classe ouvrière. C'était une promesse. Une certaine idée française de l'avenir, coulée dans le béton, puis laissée là, à ciel ouvert, comme une phrase interrompue au milieu d'un mot. Cette idée avait un nom, et un homme. Il s'appelait Jean Bertin, et le véhicule qu'il rêvait ne roulait pas. Il flottait. Quelques millimètres au-dessus de cette poutre, sans une seule roue qui touche le sol, à des vitesses que l'on croyait alors réservées aux avions. On a raconté beaucoup de choses sur cet engin, qu'il était un train fou, un monstre à hélice géante avec un moteur de chasseur sur le dos. La vérité est plus étrange que la légende, car il n'y a jamais eu un seul aérotrain, mais toute une famille de machines, et celle qui a battu le record du monde ne ressemblait déjà plus à celle que le public croyait connaître. Gardons cela pour plus tard. Commençons par le commencement, par la question que pose ce ruban de béton abandonné à celui qui s'arrête pour le regarder. Comment un pays construit-il 18 km d'ouvrage pour une machine, puis renonce à elle quelques mois seulement après qu'elle a pulvérisé son propre record ? Ce n'est pas l'histoire d'un échec technique. La machine, elle, a tenu toutes ses promesses. C'est l'histoire de tout le reste. C'est l'histoire des hommes qui ont cru en elle, de l'État qui l'a financée puis abandonnée, et d'un inventeur qui est mort en la défendant. Elle commence, comme tant d'histoires françaises de cette époque, non pas dans une gare, mais dans un bureau d'ingénieur qui regardait vers le ciel. Chapitre 2. Quelques millimètres d'air. Jean Bertin appartient à cette génération d'ingénieurs français pour qui l'après-guerre semblait autoriser le passage presque immédiat de l'aéronautique expérimentale à l'aménagement du territoire. Né en septembre 1917, il suit le chemin balisé de l'élite technique de la République. Polytechnique d'abord, puis l'École supérieure d'aéronautique. Il entre à la SNECMA, la grande maison des moteurs d'avion, où il apprend son métier au contact des turbines et des bancs d'essai. Et dans les années 50, comme beaucoup d'hommes de sa trempe qui ne supportaient pas longtemps de servir une structure qu'ils n'avaient pas bâtie, il fonde la sienne, Bertin et compagnie. Il faut s'arrêter sur cet homme, parce que tout part de lui, et parce que ce qu'il était explique ce que l'aérotrain allait devenir. Bertin n'était pas un homme du rail. Voilà le point cardinal. Il ne venait pas des chemins de fer, ni de la locomotive, ni du ballast, ni de la signalisation, ni de cette culture ferroviaire séculaire qui, à la SNCF, se transmettait de génération en génération d'ingénieurs. Il venait du ciel. Son bureau d'études, installé dans la région parisienne, était l'un des plus féconds du pays. On y travaillait sur les moteurs, sur les écoulements d'air, sur les silencieux, sur des dizaines de systèmes spécialisés qui n'avaient parfois rien à voir les uns avec les autres. C'était une maison d'ingénieurs qui regardait le monde entier comme un problème d'aérodynamique. Un endroit où l'on posait sur chaque phénomène la question de l'air. Comment il circule, comment il résiste, comment il porte. Et c'est exactement là que naît la rupture. Car l'aérotrain n'est pas né d'un cahier des charges ferroviaire, il n'est pas né d'un ministère réclamant un train plus rapide, il est né d'un détour. À la fin des années 50, un collaborateur de Bertin, un ingénieur du nom de Louis Dution, travaille sur des phénomènes d'écoulement et rencontre, presque par accident, les propriétés du coussin d'air. Une couche d'air comprimée, maintenue sous un objet, capable de le soulever et de le porter. Dution, en homme de laboratoire, voit d'abord un dispositif technique, une curiosité à exploiter. Bertin, lui, voit tout autre chose. C'est le propre des inventeurs véritables. Là où d'autres voient un outil,
il voit un principe. Bertin comprend que l'on peut tirer de ce coussin d'air non pas seulement un instrument industriel, mais une manière entièrement nouvelle de déplacer les hommes. Voici l'idée qui va tout gouverner et qu'il faut bien saisir parce que rien de la suite ne se comprend sans elle. Traiter le véhicule terrestre comme un aéronef contraint par une voie. Très léger, libéré du roulement mécanique, guidé plutôt que posé sur des rails. Un avion sans ailes qui ne s'élèverait jamais qu'à quelques millimètres du sol, mais qui pour tout le reste obéirait aux lois de l'aviation et non à celles du chemin de fer. En juin 1962, Jean Bertin et un autre ingénieur, Paul Guillen, déposent un brevet. Son titre est modeste, presque bureaucratique. Des perfectionnements au véhicule associés à une voie de guidage. Mais ce document est l'acte de naissance technique de tout ce qui va suivre. Sur le papier, dans le silence d'un dépôt de brevet, la France vient d'inventer son train volant. Il faut prendre le temps de comprendre comment fonctionne cette machine, parce que tout, dans son destin, découle de ce principe. Imaginez un tablier horizontal, une sorte de large jupe plate qui porte le véhicule. Au centre, dressé vers le haut, un voile vertical, comme la lame d'une immense nageoire dorsale, court le long de la voie et assure le guidage. Sous la machine, des ventilateurs aspirent l'air et le compriment en poche sous pression qui soulèvent le véhicule et le maintiennent en lévitation. D'autres coussins, latéraux ceux-là, encadrent la partie verticale du rail et empêchent l'engin de partir sur le côté. Le résultat est étrange à saisir. Une fois sustentée, la machine ne touche plus rien. Aucune roue, aucun contact mécanique. Elle flotte sur un film d'air qu'elle fabrique elle-même, en continu, tant que tournent ses ventilateurs. Et cela change tout, dans un domaine précis, la résistance. Un train classique lutte en permanence contre le frottement de l'acier sur l'acier, contre l'inertie de tout ce qui roule et frotte. L'aérotrain, lui, ne connaît plus ce frottement, pour une raison très simple. Il ne roule plus. À grande vitesse, ce qui le freine n'est plus le contact avec le sol, mais l'air lui-même, l'air qu'il fend. Sa résistance devient purement aérodynamique. Exactement comme pour un avion en vol. C'est de là que vient tout, la légèreté, la vitesse et la ressemblance profonde, presque troublante, entre cet engin et un aéronef. Et c'est ici qu'il faut poser tout de suite une vérité que la légende a effacée. On imagine l'aérotrain comme une machine, une seule, avec son énorme hélice et son réacteur rugissant. C'est faux. Il n'y a jamais eu un aérotrain. Il y a eu une succession de machines, et surtout une succession de solutions de propulsion. Une hélice entraînée par un moteur d'avion, sur les premiers prototypes, un turboréacteur ensuite, un moteur linéaire électrique sur d'autres versions, et, pour la ligne commerciale qui devait un jour transporter de vrais voyageurs vers de vraies destinations, un moteur électrique, silencieux, promis comme tel par ses concepteurs. Retenez ce détail, car il est la clé de toute la tragédie qui va suivre. Le principe propre de Bertin, ce qui faisait vraiment l'aérotrain, c'était le coussin d'air et la voie de béton. Le moteur, lui, était interchangeable. Hélice, réacteur, électricité, le cœur du système ne changeait pas. La famille aérotrain était, si l'on peut dire, indifférente à la question de l'énergie. On verra, bien plus tard, combien cette souplesse théorique, qui semblait alors une force absolue, allait se refermer sur elle comme un piège. Bertin, en tout cas, n'est pas seul. Autour de lui se forme une équipe, et cette équipe compte autant que l'homme. Paul Guillen, l'homme des brevets, ne pense pas prototype, il pense déjà réseau. Il imagine des liaisons interurbaines à très grande vitesse reliant les villes françaises entre elles. Charles Marchetti, dès le milieu des années 60, se charge de porter la parole du projet, de le présenter au public, de lui donner un visage. Et derrière eux, de jeunes ingénieurs, de jeunes techniciens viennent grossir les rangs de cette maison qui prétend désormais réinventer la manière dont un pays tout entier se déplace. Ils ont à ce moment-là une idée, un brevet, quelques dessins et une conviction inébranlable. Ce qu'il leur manque, c'est de l'argent, une piste où faire voler la chose et un pays prêt à parier sur eux. Or, dans la France de ces années-là, ce pari, quelqu'un allait le prendre. Et ce quelqu'un n'était pas un industriel isolé, ni un financier audacieux. C'était l'État lui-même. Chapitre 3. Matignon croit au train volant. Il faut le dire clairement, dès maintenant, parce que c'est l'ironie fondatrice de toute cette histoire.
L'État que l'on accusera 10 ans plus tard d'avoir tué l'aérotrain est exactement le même État qui l'a fait naître. En mai 1965, Jean Bertin et plusieurs de ses ingénieurs présentent leur modèle. Pas à un obscur fonctionnaire, pas à un guichet de subvention perdu dans un ministère. Directement à Georges Pompidou, alors Premier ministre, et à Edgar Pisani. Prenez la mesure de la scène, car elle appartient à un monde qui n'existe plus. Dans la France planificatrice des 30 Glorieuses, le chemin qui séparait une maquette d'un projet national pouvait encore passer par Matignon. On montrait une idée au sommet de l'État, et le sommet de l'État écoutait, regardait et parfois répondait. Là, il répond. Et il répond vite. Dès le printemps, la société d'études de l'aérotrain est constituée. Le laboratoire devient programme industriel. En octobre 1965, à Matignon toujours, Olivier Guichard signe un contrat de soutien. Il n'est pas n'importe qui. Délégué à l'aménagement du territoire, il est l'un des hommes clés de la modernisation gaullienne, l'un de ceux qui redessinaient alors la carte industrielle du pays. La presse de l'époque cite les partenaires réunis autour du projet. La financière de l'Artois, Ratier-Figeac, Hispano-Suiza, les grands travaux de Marseille. Et le Fonds d'intervention pour l'aménagement du territoire engage 3 millions de francs pour le développement. Ce n'est donc jamais l'histoire d'un inventeur solitaire persécuté de l'extérieur. Pendant plusieurs années, l'aérotrain est exactement le contraire. Une innovation privée, incubée, financée, encouragée par la puissance publique française. Le train volant de Jean Bertin est, pour un temps, un projet d'État. Cela, il faut le garder en mémoire pour la suite. Car ceux-là même qui signent aujourd'hui les contrats seront, demain, sollicités pour signer l'abandon. Encore fallait-il porter cette idée au-delà des bureaux et des ministères, la rendre visible, désirable, compréhensible pour un pays entier. Ce rôle, Bertin ne le tenait pas seul. Charles Marchetti, dès le milieu des années 60, devient l'une des voix publiques du projet. C'est lui qui, devant les journalistes, devant les curieux, devant les élus, explique ce qu'est cette chose qui flotte, pourquoi elle va plus vite, pourquoi elle représente l'avenir. Dans une aventure technologique, il ne suffit pas d'inventer, il faut convaincre. Et convaincre un pays de parier son argent public sur un train qui ne touche pas le sol, cela demande des hommes capables de traduire l'aérodynamique en promesse nationale. Marchetti fut de cela. Restait à sortir du bureau d'études. Restait à faire voler la chose pour de bon, devant témoins, dans un vrai paysage. L'État met alors à disposition une portion de l'ancienne ligne de chemin de fer Paris-Chartres, celle qui passait par Galardon, entre Gometz-le-Châtel et Limours, dans l'Essonne. Et là se joue une image qui dit tout de ce projet, une image qu'aucun scénariste n'aurait osé inventer. Sur une emprise ferroviaire ancienne, la France des rails du début du siècle, on va couler une poutre de béton représentant la France de l'an 2000. On enterre littéralement le vieux train sous le nouveau. À partir de l'été 1965, les grands travaux de Marseille construisent à Gometz une voie expérimentale d'environ 6,7 km. Le premier essai grandeur réelle intervient à la fin de cette même année. Et pour la première fois, la machine flotte réellement. Pas dans un calcul, pas sur une planche à dessin. Dans un champ de l'Essonne, un véhicule construit par des mains françaises se soulève de quelques millimètres au-dessus d'une poutre de béton et se met à avancer sans toucher le sol. Ce qui n'existait que dans la tête de Bertin depuis la fin des années 50, roule désormais devant les yeux des hommes qui l'ont fabriqué. Chapitre 4. Le cri dans la vallée. À Gometz, le décor est presque l'inverse de la science-fiction promise par le véhicule. Autour de la voie, il y a des champs, des pavillons de meulières, de petits ponts de campagne, de ceux qu'on emprunte pour aller d'un hameau à l'autre. Et au milieu de tout cela, posée sur ces piles, cette longue poutre grise venue d'un autre temps, et sur cette poutre, par instant, une chose brillante qui déchire l'air. Le contraste est brutal. D'un côté, la France rurale et tranquille de l'Essonne des années 60. De l'autre, le vacarme d'un moteur d'aviation lancé à pleine puissance au-dessus des betteraves. Car il faut être honnête sur un point que la nostalgie a tendance à gommer. L'aérotrain n'était pas silencieux. Le premier prototype, celui que l'on appelle l'aérotrain 01, combine des moteurs de sustentation et une propulsion par hélice. C'est un moteur d'avion, une hélice, des ventilateurs. Et lorsqu'on cherche à pousser la vitesse plus loin,
On va même jusqu'à lui adjoindre un réacteur marboré et des fusées d'appoint. Imaginez ce vacarme au-dessus des champs. Ce n'était pas un murmure, c'était une déchirure dans l'air d'un dimanche de campagne. Un bruit que l'on entendait venir de loin, monter, saturer l'espace, puis s'éloigner. Et pourtant, ce bruit-là, pour certains de ceux qui vivaient au bord de la voie, n'était pas seulement une nuisance. Il était devenu autre chose. Madeleine, installée près de Gometz à la fin des années 60, se souvenait encore, des décennies plus tard, qu'elle courait vers un petit pont dès qu'elle entendait les moteurs, pour voir passer l'engin qui brillait au soleil. Voilà un détail précieux et qui dit tout d'une époque. Pour cette femme, le fracas du réacteur ne signifiait pas le dérangement. Il fonctionnait comme une sirène, annonçant que le futur allait passer, là, sous ses yeux, dans son propre village. Il fallait se dépêcher pour ne pas le manquer. Mais il ne faudrait pas croire que l'aérotrain n'était fait que de ministres à Matignon et de records dans les journaux. Derrière la machine, il y avait aussi, tout simplement, des gens qui allaient travailler le matin. Danielle Jeannot est de ceux-là. Elle entre chez Bertin au milieu des années 60, jeune salariée, travaille d'abord sur le site de Plaisir, puis demande à rejoindre Gometz. Son regard est irremplaçable, parce qu'il déplace le projecteur. Pour une partie du personnel, le train du futur, ce n'était pas une épopée nationale. C'était le lieu où l'on se rendait chaque matin, où l'on rédigeait des documents techniques, où l'on préparait les essais, où l'on attendait, avec un mélange d'inquiétude et de fierté, que le prototype revienne intact du bout de la piste. Une aventure, oui, mais une aventure faite d'heures de bureau, de calculs et de café tiède, autant que de vitesse pure. Et cette aventure ordinaire, jour après jour, produisait de l'extraordinaire. Les performances montaient à une allure qui laissait tout le monde sans voix. En décembre 1967, l'aérotrain 01, poussé par son réacteur et ses fusées, atteint environ 345 km/h. Sur une poutre de béton, dans un champ, à quelques mètres du sol. Des vitesses qui, quelques années plus tôt à peine, semblaient l'apanage exclusif de l'aviation militaire. Puis vient l'aérotrain 02, propulsé cette fois par un turboréacteur Pratt & Whitney JT12. Et en janvier 1969, sur la courte voie de Gometz, il dépasse les 420 km/h. 422, très précisément. La piste devient presque trop petite pour la machine. Il faut commencer à freiner presque aussitôt qu'on a fini d'accélérer. Aux commandes, un homme comme Daniel Hermis, l'un de ces hommes de terrain, l'un de ces pilotes d'essai. Car on ne dit déjà plus mécanicien. On dit pilote. Et ce simple glissement de vocabulaire trahit toute l'origine du projet. On ne conduisait pas un train, on pilotait un avion prisonnier d'une poutre. Les prototypes de Gometz n'étaient déjà plus seulement des véhicules, c'étaient des laboratoires roulants. On y essayait des réacteurs, on y cherchait, sans relâche, à mater ce bruit qui déchirait la vallée. Le 02 lui-même sera réutilisé pour des expérimentations liées au moteur et à la réduction du son. Chaque passage au-dessus des champs de l'Essonne était une leçon que l'équipe rapportait au hangar pour préparer le passage suivant. Il faut d'ailleurs s'arrêter sur une machine que la mémoire collective a presque oubliée et qui pourtant portait l'avenir commercial du projet bien plus que les recordmen à réacteurs. On l'appelait le S-44 et elle ne ressemblait pas aux autres. Car pendant que les prototypes 01 et 02 battaient des records au kérosène, dans le fracas des réacteurs, Bertin faisait déjà travailler ses ingénieurs sur une toute autre voie, le moteur linéaire électrique. Le S-44 était la machine de cette recherche-là. Une silhouette différente, dessinée par Michel Buffet, pensée non pour la vitesse pure, mais pour ce que l'aérotrain devrait devenir s'il voulait un jour desservir une ville. Un engin électrique, plus sobre, glissant sans hélice ni jet le long de sa poutre. Ce prototype-là ne faisait pas les gros titres. Il ne pulvérisait aucun record spectaculaire. Mais c'était lui, en vérité, qui explorait le chemin étroit vers un vrai transport de voyageurs. Retenez-le, car nous le retrouverons 2 fois. Une première fois lorsque le moteur linéaire, cette technologie discrète et prometteuse, se révélera bien plus difficile à dompter que le réacteur tapageur. Et une seconde fois, des années plus tard, lorsqu'un incendie viendra le réduire en cendres dans un hangar de Gometz. Le S-44 est la preuve dès le départ que Bertin savait exactement ce qu'il faisait. Il ne construisait pas un jouet à sensation.
ils préparaient, en parallèle, la machine civile qui devrait un jour transporter la France. À la fin des années 60, tout semble donc leur donner raison. L'État a parié sur eux, la machine flotte. Elle va plus vite que n'importe quel train au monde. Mais chez Bertin, personne ne se contente de Gometz. Tous savent que l'étape suivante attend. Il ne s'agit plus de prouver qu'un homme peut voler à 400 km/h en ras du béton. Cela, désormais, c'est presque acquis. Il s'agit de construire une vraie ligne, avec une vraie machine, capable d'emporter de vrais voyageurs. Il s'agit de quitter la voie trop courte de Gometz pour une grande piste, au nord d'Orléans. Chapitre 5. La ligne droite de Beauce. La voie de Gometz était devenue trop petite pour l'ambition qu'elle abritait. 6,5 km, c'est assez pour prouver qu'une machine peut voler. Ce n'est pas assez pour prouver qu'elle peut transporter la France. Le changement d'échelle intervient à la fin des années 60. Le ministère des Transports confie à la Société de l'Aérotrain la réalisation d'une voie d'essai de 18 km, au nord d'Orléans, en plein cœur de la Beauce. Ce ne sont plus quelques champs de l'Essonne, c'est la grande plaine céréalière française, l'horizon plat à perte de vue, le pays du blé. Et sur ce pays, les grands travaux de Marseille vont poser l'image qui restera désormais indissociable du projet. Une poutre de béton surélevée, presque parfaitement droite, traversant la Beauce sur des piles massives, avec la commune de Chevilly comme base technique, et des plateformes de retournement aux deux extrémités. Il faut mettre un chiffre sur cette ambition, parce que ce chiffre reviendra plus tard, transformé, dans la bouche de ceux qui voudront enterrer le projet. Le montant de cette infrastructure expérimentale, tel que le conservent les archives, s'élève à 24 586 790 francs. Retenez-le comme ce qu'il est, le coût documenté d'une voie d'essai. Pas le coût d'un réseau, pas le coût d'une ligne commerciale. Le prix d'une piste pour apprendre à voler plus loin. Et cette piste, il faut la voir pour comprendre ce que fut ce projet. À Chevilly, la voie est élevée pour passer au-dessus des chemins et des parcelles agricoles. Le garage se situe autour du milieu de la ligne. Un segment de rail peut s'effacer pour que le véhicule quitte la poutre et rentre dans son hangar. Aux extrémités, une section de guidage mobile permet le retournement. Toute l'économie promise du système est là, visible, inscrite dans le paysage. Au lieu de remuer massivement la Beauce, de la trancher, de l'éventrer pour y poser des rails, l'ouvrage la franchit par une ligne presque abstraite, portée sur pilotis, laissant le blé pousser dessous. Puis apparaît la machine qui va occuper cette voie, et elle n'a plus rien d'un prototype miniature. C'est le I-80. En configuration interurbaine, il peut accueillir environ 80 passagers, d'où son nom. Une turbine Astazou alimente la sustentation. 2 turbines Turmo entraînent une immense hélice carénée, à l'arrière, à pas variable. L'engin n'a plus l'apparence d'un train. Il a l'apparence d'un fuselage. Une carlingue posée sur une lame de béton. Là encore, le vocabulaire trahit tout. L'homme assis à l'avant n'est pas un mécanicien de locomotive. C'est un pilote. Pour la première fois, le projet possède ce qui ressemble à un véhicule de transport crédible. Non plus un obus expérimental lancé sur quelques kilomètres, mais une cabine, avec des sièges, des fenêtres, une capacité, une silhouette que l'on pourrait imaginer s'arrêtant un jour à une station pour y faire monter des voyageurs pressés. Sur la grande voie du Loiret, entre Chevilly et les plateformes de retournement, le futur cesse d'être une promesse de laboratoire. Il prend corps. À la fin des années 60 et au début des années 70, l'aérotrain n'est plus une curiosité d'ingénieur. C'est un candidat sérieux. Les pouvoirs publics commencent à examiner plusieurs corridors, plusieurs applications possibles. On ne se demande plus si la machine peut voler, on se demande où elle volera, pour qui et sur quelle ligne. L'engin de Bertin prétend désormais, ouvertement, devenir un réseau. Et c'est précisément à ce moment, celui où tout devient possible, que la machine va offrir au projet son heure de gloire absolue. Chapitre 6, 430. Pour comprendre ce qui s'est joué le 5 mars 1974, il faut d'abord détruire une image, celle du monstre à hélice. Car le I-80 que l'on connaît par les photographies, avec son énorme hélice carénée à l'arrière, n'est pas la machine qui a battu le record du monde. Pour la tentative de vitesse, on a tout changé. L'hélice a disparu. La société UTA a modifié la machine au Bourget et lui a installé un turboréacteur Pratt & Whitney JT 8D7, un moteur de la même famille que ceux qui propulsaient alors les avions de transport. On a ajouté à l'arrière un diffuseur particulier,
dit en queue de carpe, pour agir sur le jet et sur son bruit. Le freinage lui-même pouvait recourir à l'inversion de poussée, comme sur un avion à l'atterrissage. Voilà la vérité que la légende a recouverte. La machine du record n'était pas un train à hélice, c'était un véhicule à réaction. Un pur véhicule à réaction, pesant de l'ordre de 30 tonnes, emportant toujours ses quelques 80 places théoriques, et lancé sur une poutre de béton au-dessus de la plaine française. Le monstre à hélice et le recordman sont deux machines différentes. Confondre les deux, c'est bâtir toute cette histoire sur une image techniquement fausse. Reconstruisons ce matin-là à partir de ce que les sources nous permettent d'affirmer. La Beauce, au petit jour, ne ressemble en rien à un circuit ferroviaire. Des champs, un ciel ouvert, une ligne de béton qui file vers l'horizon. Puis la turbine de sustentation met l'air en mouvement et le fuselage se soulève de quelques millimètres. Le réacteur monte en régime. Il n'y a pas de claquement régulier de roues sur des rails, ce battement familier de tous les trains du monde. À la place, il y a le souffle continu, énorme, d'une machine aéronautique prisonnière d'une poutre. Le kérosène alimente le réacteur. Les riverains, eux, se souviennent surtout du vacarme. Et l'aérotrain part. Le record est mesuré sur des parcours effectués dans les deux sens, comme le veut l'homologation. 417,6 km/h de moyenne, environ 430 km/h en pointe, sur un coussin d'air, à quelques millimètres du sol. En 1974, c'est le sommet, le point le plus haut de toute l'histoire, la démonstration éclatante, irréfutable, que le rêve de Bertin n'était pas un rêve. La machine faisait exactement ce qu'il avait promis, 15 ans plus tôt, dans son bureau d'ingénieur qui regardait vers le ciel. Et pourtant, c'est ici que le récit doit s'assombrir, au moment précis de son triomphe. Car ce record, aussi spectaculaire soit-il, ne prouve presque rien sur la seule chose qui comptait vraiment désormais. Ce qu'il démontre, c'est qu'une machine peut aller très vite. Ce qu'il ne démontre pas, c'est qu'elle peut devenir un système de transport. Car la ligne qui devait sceller l'avenir du programme n'avait pas besoin d'un véhicule capable de battre un record dans le désert de la Beauce. Elle avait besoin d'un véhicule capable de transporter des milliers de banlieusards à cadence serrée, de freiner, de repartir, de s'arrêter en station, d'être disponible tous les jours, de maîtriser son bruit dans une zone habitée et de fonctionner à l'électricité. Le record et le produit commercial appartenaient à la même famille technologique, mais ils répondaient à deux problèmes entièrement différents. Au moment où la presse photographiait la machine la plus spectaculaire jamais construite par Bertin, l'avenir réel du programme dépendait, lui, d'un tout autre véhicule. Un véhicule que le public ne verrait jamais sous cette forme. Chapitre 7. Le train qu'on ne verra jamais. Voici le cœur du malentendu. Voici ce que presque personne, à l'époque comme aujourd'hui, n'a compris de cette histoire. L'aérotrain qui a battu le record, celui qui brûlait du kérosène et hurlait au-dessus de la Beauce, n'était pas la machine prévue pour la première ligne commerciale. Pas du tout. La version destinée à relier Cergy à la Défense, cette ligne autour de laquelle allait se jouer tout le destin du projet, devait être électrique. Propulsée par un moteur linéaire. Et présentée par ses concepteurs comme silencieuse. Silencieuse. Le mot compte quand on se souvient du vacarme de Gometz et de Chevilly. Bertin et ses équipes ne l'ignoraient pas. Jamais un réacteur hurlant au kérosène ne desservirait une banlieue habitée. Le véhicule commercial serait autre chose. Un engin sobre, électrique, discret, glissant sur son coussin d'air le long d'une poutre urbaine, au-dessus des embouteillages. C'est cette machine-là, invisible du grand public, qui allait décider de tout. Mais avant d'en arriver là, il faut mesurer à quel point, au tournant des années 70, le projet paraît solide. Ce n'est pas une lubie française confinée à un champ de la Beauce. Le monde regarde. Il faut mesurer que la France n'était pas seule sur cette piste, et que c'est précisément ce qui rendait le pari crédible. De l'autre côté de la Manche, les Britanniques poursuivaient leur propre rêve de train sur coussin d'air, leur Overtrain, porté lui aussi par des ingénieurs convaincus d'avoir trouvé la formule du transport terrestre de demain. La même intuition, presque au même moment, traversait deux nations industrielles voisines. Cela n'avait rien d'un hasard.
À la fin des années 60, dans un monde qui croyait encore que la vitesse était l'horizon indépassable du progrès, le coussin d'air paraissait à beaucoup la réponse évidente, la rupture inévitable. Aux États-Unis, un système était expérimenté sous licence Bertin, car le brevet français s'exportait et l'ingénieur voyait sa technologie franchir l'Atlantique. Cette concurrence internationale, loin d'inquiéter les équipes de Bertin, les confortait. Si les Britanniques y croyaient, si les Américains expérimentaient sous licence française, alors la France ne poursuivait pas une chimère isolée. Elle courait, en tête, une course mondiale. On se sentait à l'avant-garde d'un mouvement, non à la marge d'une lubie. C'est aussi pour cela que l'abandon, lorsqu'il viendra, sera vécu comme une trahison si brutale. On ne renonçait pas seulement à une machine française. On abandonnait une course que l'on était, un moment, en train de gagner. Et l'État français, lui, ne se contente pas d'avoir signé un contrat en 1965. Il approfondit son pari. Il examine, au début des années 70, plusieurs corridors possibles. On évoque des liaisons, on étudie des tracés, on imagine l'aérotrain reliant des villes, desservant des aéroports, tissant peu à peu ce réseau dont Paul Guillen rêvait depuis le premier brevet. Ce n'est plus de la recherche, c'est presque de la planification. Et au premier rang de ces possibilités, Cergy. Dès juillet 1971, un comité interministériel choisit le principe de la liaison par aérotrain entre la ville nouvelle de Cergy-Pontoise et le quartier d'affaires de la Défense, sous réserve de l'accord des collectivités. C'est le débouché tant attendu. Le premier marché véritable. La ligne qui doit faire passer l'aérotrain du statut de prototype glorieux à celui de transport public quotidien. Après des années de records dans les champs, voici enfin des voyageurs à transporter, une utilité concrète, une raison d'être commerciale. Au début de l'année 1974, tout paraît donc possible, et même acquis. Le projet Cergy est officiellement engagé. Le Premier ministre Pierre Messmer confirme encore le programme dans une lettre adressée à Jean Bertin lui-même. Les responsables des transports réaffirment publiquement la pertinence du système. On y croit, au plus haut niveau de l'État. Le pari de 1965 semble sur le point d'être gagné. Et en mars 1974, un homme incarne cette certitude. Il s'appelle Pierre Ravenet, il préside la société Aéropart et il se présente devant les élus du Val d'Oise avec un message d'une belle assurance. La ligne Cergy-La Défense pourra ouvrir à la fin de 1978. Moins de 10 minutes de trajet. Une capacité théorique de 10 800 voyageurs par heure. Une infrastructure annoncée autour de 325 millions de francs, aux valeurs de janvier 1971. Et, insistent les représentants de Bertin, un véhicule commercial électrique et silencieux. Prenez la mesure de ce moment, parce qu'il est chargé d'une ironie que seuls les mois suivants révéleront. Nous sommes en mars 1974. Le 5 du mois, la machine bat son record du monde. Le 18, Ravenet annonce encore, devant les élus, l'ouverture prochaine de Cergy. Le programme n'a jamais paru aussi vivant, aussi proche du but. La démonstration technique est faite. Le débouché commercial est annoncé. L'État a confirmé son engagement. L'homme qui a rêvé tout cela, Jean Bertin, est encore là pour le voir. C'était l'apogée, le point le plus haut avant la chute. Et debout sur ce sommet, en ce printemps 1974, personne, ni Bertin, ni Ravenet, ni les ingénieurs de Chevilly, ni les élus du Val d'Oise, ne pouvaient voir le monde qui déjà avait commencé à se refaire autour d'eux. Un choc pétrolier venait de bouleverser la valeur de l'énergie. Un concurrent ferroviaire montait en puissance dans l'ombre. Et le protecteur politique du projet, celui qui l'avait reçu à Matignon 9 ans plus tôt, n'avait plus que quelques semaines à vivre. Entre la certitude publique de mars et l'abandon de juillet, il ne restait que quelques mois. Mais cela, en ce printemps de gloire, aucun d'entre eux ne le savait encore. Chapitre 8. Le pétrole change les règles. La partie décisive de cette histoire ne commence pas par une trahison.
Elle commence par une demande raisonnable. L'État demande à l'aérotrain de cesser d'être une démonstration et de devenir un réseau. C'est une exigence légitime. On ne finance pas indéfiniment un record. À un moment, il faut transporter des gens. Et le premier endroit où l'on va demander à la machine de le faire, c'est la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, qui sort de terre à l'ouest de Paris et qu'il faut relier vite au grand bassin d'emploi, et c'est là que le débat change de nature. Il ne s'agit plus de savoir si la machine est futuriste. Tout le monde en convient. Il s'agit désormais de savoir qui va payer. Robert Wagner, qui préside le conseil d'administration du district de la région parisienne, doit défendre une opération dont les élus veulent plafonner leur participation. Et les chiffres, soudain, deviennent le vrai champ de bataille. Le conseil du district fixe sa contribution à 133 millions de francs. Mais le coût annoncé de la ligne, lui, atteint 317 millions. Faites la soustraction, il manque près de 200 millions. Et c'est l'État qui est appelé à les couvrir. Voilà la première alerte, la première fissure structurelle, et il faut bien la comprendre, parce qu'elle vaut pour toutes les innovations de rupture. Tant qu'on rêve, tout est possible, tout est gratuit, tout est beau. Dès qu'on chiffre, tout se discute. L'aérotrain, qui n'était une fierté nationale tant qu'il volait dans un champ, devient une ligne budgétaire dès qu'il faut le construire pour de vrai. Et une ligne budgétaire, cela se conteste. Cela se conteste, et cela se conteste vite. Christian Delamalène soulève publiquement des questions sur le financement et sur l'équilibre des investissements entre les territoires. Pourquoi mettre tant d'argent public dans cette liaison-là et pas ailleurs ? Des associations d'usagers, de leur côté, contestent la procédure elle-même, le manque de consultation. Le conflit, déjà, n'oppose plus seulement Bertin à d'éventuels rivaux. Il oppose des visions différentes de ce qui mérite l'argent de la nation en région parisienne. Puis vient le deuxième étranglement, et c'est le plus contre-intuitif de tous. Car ce n'est pas le réacteur spectaculaire qui va poser problème. C'est au contraire le moteur destiné à rendre le système plus civil. Souvenez-vous, la machine de Cergy devait être électrique, propulsée par un moteur linéaire pour être acceptable en zone habitée. Or, ce moteur linéaire se révèle plus difficile à mettre au point que prévu, dans les délais et aux performances attendues. Un article du Monde, revenant plus tard sur le dossier, rapporte que la Cour des comptes avait précisément attiré l'attention dès 1974 sur ces difficultés. Mesurez le renversement, parce qu'il est au cœur de tout. Le réacteur qui faisait les gros titres, celui qui hurlait et battait des records, marchait parfaitement. C'est le moteur discret, le moteur civilisé, celui qui devait rendre l'aérotrain digne d'une banlieue française, qui devenait le talon d'Achille du calendrier industriel. Le spectaculaire fonctionnait, c'est le raisonnable qui coinçait. Et pendant que les ingénieurs se battent avec ce moteur, un troisième étau se resserre, le temps. Cergy se peuple. Les familles arrivent dans la ville nouvelle. Or, une infrastructure expérimentale peut attendre quelques mois. Des habitants, non. Ils doivent se déplacer tous les jours, dès maintenant, pour aller travailler. Et chaque glissement du calendrier de l'aérotrain renforce mécaniquement la valeur d'une solution ferroviaire classique, moins spectaculaire, mais disponible, éprouvée, prête à être posée demain. Enfin, sur tout cela, s'abat le choc pétrolier. Il faut le comprendre avec précision, bien au-delà du raccourci selon lequel le carburant serait devenu cher et l'on aurait donc arrêté un engin gourmand. La France de 1974 voit exploser sa facture d'hydrocarbures. Elle engage aussitôt une politique d'économie d'énergie et une accélération spectaculaire de son programme nucléaire. Dans les transports, l'électricité acquiert soudain une valeur stratégique nouvelle. Ce qui était un détail technique devient une question de souveraineté nationale. Consommer du pétrole importé, du jour au lendemain, ce n'est plus seulement coûteux, c'est presque suspect. Et ici se joue le point que presque personne ne connaît, celui qui explique vraiment pourquoi le rapport de force bascule. Le concurrent ferroviaire, lui aussi, était menacé par ce choc pétrolier. Car le premier prototype du TGV, le TGV 001, mis en service au printemps 1972, n'était pas électrique. C'était un turbotrain, une machine à turbine à gaz. Exactement le genre de motorisation que le choc pétrolier venait de condamner. Le TGV, à cet instant précis, se trouve dans le même piège énergétique que l'aérotrain.
Alors, que fait la SNCF ? Elle change de moteur. Elle réoriente son programme vers la traction électrique. Et c'est là toute la différence décisive, celle qui décide de tout. La SNCF change sa propulsion sans rien changer d'autre. Elle conserve sa voie ferrée, ses principes de roulement, ses ingénieurs, ses ateliers, ses gares, et surtout cette possibilité inestimable de quitter la ligne nouvelle pour continuer sur le réseau existant, jusqu'au cœur de n'importe quelle ville de France. Lorsque le pétrole cesse d'être bon marché, le TGV abandonne son moteur. Il n'a pas besoin d'abandonner son identité. Pour électrifier l'aérotrain, en revanche, il ne suffit pas de changer la propulsion. Il faut valider un moteur linéaire encore incertain, construire partout une infrastructure entièrement spécifique et inventer de toutes pièces un nouveau système d'exploitation. L'un adapte un détail, l'autre doit tout réinventer. Voilà, plus que tout complot, plus que toute rivalité, la véritable mécanique du déclin. Souvenez-vous de cette souplesse qui semblait la grande force de l'aérotrain, cette indifférence au moteur, hélice ou réacteur ou électricité. Au moment de vérité, elle se révèle un piège. Car pouvoir tout changer, c'est aussi devoir tout prouver, une fois de plus, depuis le début. Chapitre 9. 3 mois pour perdre l'avenir. Il y a des histoires où la catastrophe met des années à se déployer. Celle-ci tient en quelques semaines. Un printemps. Un seul. Reprenons le calendrier jour après jour, parce que sa cruauté tient tout entière dans sa compression. Le 5 mars 1974, le I-80 haute vitesse bat le record du monde. 430 km/h au-dessus de la Beauce. La démonstration est totale. Le 18 mars, 13 jours plus tard, Pierre Ravenet se tient devant les élus du Val d'Oise et leur annonce avec assurance l'ouverture de la ligne Cergy pour la fin de 1978. Le projet n'a jamais paru aussi vivant. Le 2 avril, Georges Pompidou meurt à l'Élysée. Comprenez ce que cette mort emporte avec elle. Pendant près de 10 ans, le projet avait bénéficié d'un climat politique favorable aux grands programmes technologiques. Il avait un protecteur au sommet. C'était Pompidou qui, Premier ministre, avait reçu Bertin en 1965. C'est vers cette France-là, la France gaullienne et pompidolienne des grands paris industriels, que l'aérotrain avait toujours regardé. En un jour, cette France perd son visage. Le changement de présidence modifie tout le contexte. Valéry Giscard d'Estaing s'installe à l'Élysée, Jacques Chirac à Matignon. Le nouveau pouvoir entend maîtriser plus strictement certains grands investissements publics. Et le dossier Cergy arrive au plus mauvais moment imaginable. Des dépassements de coûts redoutés, une technologie électrique encore problématique, une desserte urgente à assurer et une solution ferroviaire de remplacement disponible immédiatement. En juillet 1974, le gouvernement abandonne la liaison aérotrain Cergy-La Défense. Entre le record du monde et l'abandon, il s'est écoulé 4 mois. Entre l'annonce triomphale de Ravenet et l'enterrement du projet, à peine davantage. La machine n'a pas ralenti, elle n'a pas déraillé, elle n'a rien fait de mal. Elle a même établi son record le plus éclatant au moment précis où l'on décidait qu'on n'en voulait plus. Et l'annonce frappe d'autant plus fort les industriels qu'ils estiment avoir joué le jeu. Ils considèrent avoir accepté de prendre une part importante du risque, avoir travaillé sur un prix global. Jemont Schneider et les partenaires industriels expriment publiquement leur surprise, leur sentiment d'une volte-face. Le projet ne meurt pas dans le consensus. Il meurt dans la contestation. C'est Michel Poniatowski, ministre de l'Intérieur et personnage central du nouveau dispositif giscardien, qui justifiera le choix, notamment auprès de la sénatrice Brigitte Gros. Sa formule, rapportée par Le Monde, est brutale par sa sobriété même. L'aérotrain, dit-il en substance, était un instrument de prestige au coût élevé, inapte au transport suburbain. Une liaison ferroviaire conventionnelle le remplacera. Tout est là, dans cette phrase administrative. Le regard de l'État a basculé. Hier symbole de l'innovation française, l'aérotrain est devenu, du jour au lendemain, une ligne budgétaire trop chère et jugée inutile. Faut-il pour autant croire à un complot ? Faut-il imaginer la SNCF assassinant Bertin dans l'ombre ? Il faut ici beaucoup de prudence, car c'est la version facile, et elle est fausse.
Roger Belin, président de la RATP, avait écrit publiquement dès 1972 que l'idée d'une simple guerre entre la SNCF et la RATP autour du système ne correspondait pas à la réalité. Les deux entreprises travaillaient même à une structure commune pour le projet. Aucune pièce décisive retrouvée ne permet d'établir la thèse du meurtre organisé. La vérité est moins spectaculaire, mais plus accablante. La SNCF disposait d'un avantage institutionnel immense. Ses ingénieurs avaient derrière eux le record ferroviaire de 1955, les circulations du Capitole à 200 km/h, et plusieurs années de recherche sur la grande vitesse. André Ségala, son président, poussait la nouvelle ligne Paris-Lyon. Et le TGV répondait à un problème commercial massif, la saturation de l'axe Paris-Lyon, la concurrence de l'automobile et de l'avion. La ligne nouvelle raccourcissait le trajet, tout en laissant les rames rejoindre d'autres villes par les voies existantes. Une propriété que l'aérotrain, enfermé sur son rail spécifique, ne pourrait jamais reproduire. L'État, en juillet 1974, ne choisit donc pas seulement entre deux machines. Il choisit entre une innovation qui exigeait un écosystème entièrement nouveau et une innovation que l'écosystème existant pouvait absorber. Il choisit la continuité contre la rupture. Et l'on peut le déplorer, mais on aurait tort de n'y voir qu'une lâcheté ou qu'une corruption. C'était un calcul froid, méthodique, défendable même. Un calcul dont Jean Bertin allait payer le prix. Chapitre 10. Bertin après Bertin. L'abandon d'un projet auquel un homme a donné son nom, son bureau d'études, 15 ans de sa vie, ne se solde pas par un simple communiqué. Il se paie dans une chaire. Jean Bertin ne ferme pas immédiatement la porte du hangar de Chevilly. Cela, il faut le dire, parce que la légende voudrait que tout se soit arrêté net en juillet 1974. C'est faux. L'homme continue de se battre. Les essais et les démonstrations se poursuivent avec les moyens de l'entreprise, dans l'espoir, désormais, d'un marché étranger. Les États-Unis avaient déjà expérimenté un système sous licence Bertin. Des délégations venues d'ailleurs avaient visité les installations françaises. Peut-être, se dit-on chez Bertin, le salut viendra-t-il de l'export, puisque la France a renoncé. Mais aucun débouché ne remplace jamais le marché domestique perdu. On ne vend pas à l'étranger une technologie que son propre pays vient de désavouer publiquement. L'abandon de Cergy n'avait pas seulement fermé une ligne. Il avait retiré au projet sa caution nationale, cette caution que les acheteurs étrangers, précisément, regardaient avant de s'engager. Comment convaincre un gouvernement lointain d'adopter le train volant français quand la France elle-même vient de lui préférer le rail ? Et l'homme, lui, s'épuise. Les sources proches de son entourage décrivent un Bertin profondément affecté par l'arrêt du programme. Il est légitime d'observer ce parallélisme, cette coïncidence tragique. Le projet décline, son fondateur tombe malade. Mais il faut le faire avec une honnêteté absolue, et ne jamais transformer la métaphore en diagnostic. Jean Bertin meurt le 21 décembre 1975 d'un cancer. Les sources médicales publiques ne permettent en aucune manière d'établir un lien de causalité entre la décision politique et la maladie. Le rapprochement peut être humain, biographique. Il ne sera jamais médical. Un homme est mort d'un cancer, 1 an après qu'on lui enterrait l'œuvre de sa vie. C'est déjà, sans qu'on n'y ajoute rien, une phrase suffisamment lourde. Son livre, achevé et publié après sa mort, porte un titre qui résume tout, et qu'aucune tragédie n'aurait mieux formulé. L'aérotrain ou les difficultés de l'innovation. Le dernier aérotrain du Loiret, lui, circule encore. Jusqu'à la fin de décembre 1977, selon les archives de l'association, la machine continue de voler sur la grande voie de Chevilly. Puis, un jour de la fin de cette année-là, elle s'arrête pour la dernière fois. Sans cérémonie nationale, sans une ligne dans la plupart des journaux. Le laboratoire s'éteint dans l'indifférence. Et c'est là le vrai moment de l'effondrement. Il faut le dire, parce qu'il ne ressemble à aucun effondrement industriel classique. Il n'y a pas d'explosion, pas de faillite spectaculaire, pas de grille qu'on cadenasse devant des milliers d'ouvriers en larmes. Il y a quelque chose de plus silencieux, et peut-être de plus cruel, une disparition de l'usage. L'équipe repart, le hangar cesse d'être un laboratoire. La voie conçue pour prouver qu'on pouvait bâtir vite une infrastructure nouvelle devient exactement l'inverse. Une infrastructure dont plus personne ne sait quoi faire. Le rail demeure, la machine non. Chapitre 11.
le feu dans le hangar. La suite est presque plus dure que l'annulation elle-même, car l'annulation, au moins, était une décision. Ce qui vient ensuite n'est qu'un abandon lent, un oubli qui ronge, entrecoupé de flammes. Les machines sont remisées. Elles dorment dans leur hangar, ces engins qui avaient volé à 400 km/h, désormais immobiles, poussiéreux, sans avenir. En juillet 1991, le S-44 brûle à Gometz, le premier feu. En mars 1992, c'est le tour du plus emblématique. Un incendie détruit le grand I-80 et son hangar de Chevilly. Le compte-rendu de l'époque, dans Le Monde, parle d'un sinistre vraisemblablement volontaire. La machine du record, celle qui avait porté l'ambition du projet à son sommet, part en fumée dans la nuit de la Beauce. Ses restes seront ensuite ferraillés, éliminés. Il y a dans cette disparition une ironie que le récit n'a pas besoin de souligner, parce qu'elle se souligne elle-même. Le support a survécu au véhicule. La poutre de béton, cet ouvrage anonyme et répétitif qui n'était censé être qu'un moyen, est toujours là. Et la machine flamboyante, l'objet de tous les rêves, celle pour qui la poutre avait été construite, a disparu. Il ne reste que le chemin. Plus rien pour le parcourir. Mais tous les prototypes n'ont pas brûlé. Et ici, l'histoire de l'aérotrain, après avoir été une histoire d'innovation, puis une histoire d'abandon, devient une troisième histoire. Une histoire de sauvetage. Une poignée de gens refusent l'oubli. Françoise Lambert, ancienne secrétaire de Bertin, joue un rôle dans la conservation de plusieurs engins. Thierry Farge en récupère ensuite d'autres et entreprend, patiemment, bénévolement, de les restaurer. Ce que l'État avait cessé de financer, des mains privées, obstinées, le maintiennent en vie. Et l'État, un demi-siècle plus tard, finit par revenir. En mars 2025, le ministère de la Culture franchit un seuil. L'aérotrain expérimental 01, l'expérimental 02, le Tridim et plusieurs modèles d'études sont classés au titre des monuments historiques. Mesurez le chemin parcouru. L'État, qui avait cessé de soutenir cette technologie en 1974, protège désormais juridiquement les rares témoins matériels qui en restent. Ce qu'il n'avait pas voulu comme avenir, il le conserve comme patrimoine. Quant à la Grande Voie du Loiret, elle possède déjà un statut particulier. Dès 2015, elle avait reçu le label « Architecture contemporaine remarquable », avec sa longue structure surélevée, son garage de chevilles, ses plateformes terminales. La ruine industrielle était devenue, officiellement, un objet d'architecture. Une part de l'ouvrage a été coupée depuis, pour d'autres infrastructures. Mais l'essentiel demeure, suffisamment présent pour structurer encore le paysage de la Beauce. Chapitre 12. Le rail qui attend toujours. 50 ans ont passé, et la voie est toujours là. C'est peut-être cela, le plus étrange de toute cette histoire. Dans les champs de céréales et de betteraves, entre Chevilly et l'horizon, la ligne paraît avoir été construite par une civilisation qui aurait quitté les lieux avant même de retirer ses infrastructures. Pile, poutre, pile, poutre. Cette répétition, qui devait être industrielle, bon marché, presque invisible, produit aujourd'hui un effet presque archéologique. On dirait le vestige d'un futur qui n'a pas eu lieu. Il faut être précis ici, sur ce que cette histoire fut et ne fut pas, pour ne pas commettre d'anachronisme. Chevilly n'était pas Longwy. Ce n'était pas une cité minière construite autour de milliers d'emplois. Il n'y a pas eu ici de fermeture d'usines, détruisant d'un coup une classe ouvrière locale. La désindustrialisation, à Chevilly, fut surtout symbolique. La disparition d'une promesse, d'une fonction nationale que le territoire avait un instant portée. Et pourtant, quelque chose fut bel et bien vécu, là, par des gens réels. Annie Tillet se souvient de l'économie provisoire qu'avait apporté le chantier. Les hommes venus travailler qui achetaient, mangeaient, buvaient, vivaient dans le bourg. Les classes d'école qu'on menait approchaient le prototype. Ce moment où un petit village de la Beauce avait participé, l'espace de quelques années, à une aventure internationale. Puis les essais avaient cessé. Le béton était resté. Les ingénieurs, non. 50 ans plus tard, l'enfant qui passait sous les piles en allant à l'école est devenu maire. Dominique Lorcet porte aujourd'hui une mémoire presque inverse de celle de son enfance. Jadis, il regardait passer une machine extraordinairement audacieuse et très bruyante. Désormais, il doit réfléchir au devenir administratif et patrimonial d'une structure de béton
dont personne ne sait trop quoi faire. Joël Gaudin, lui, ancien salarié de l'industrie, collectionne les cartes postales et les documents, matérialisant à sa manière la persistance obstinée du souvenir. D'autres, à Sercotte, préféreraient voir certains vestiges disparaître, car le viaduc divise. Et c'est ce qui le rend, aujourd'hui encore, si vivant. Pour les uns, c'est un monument du génie français, à préserver absolument. Pour d'autres, une infrastructure inutile, coûteuse à entretenir, qui coupe le paysage pour rien. Pour d'autres encore, une toile gigantesque offerte au graffiti, une friche culturelle, ou le support possible d'une nouvelle fonction. On parle de panneaux solaires, d'interventions artistiques. En juin 2026, Le Monde décrivait encore ces communes de Petite Beauce débattant du sort de leur viaduc, cette structure qui reste, selon les habitants eux-mêmes, à la fois cicatrice, patrimoine et rappel d'une promesse de modernité. L'abandon de l'aérotrain n'est donc pas seulement un souvenir rétro-futuriste rangé dans les livres. C'est une question locale, vivante, qui se pose encore aujourd'hui à des gens qui vivent au pied de l'ouvrage. Que fait-on d'un futur devenu inutile ? On ne le leur a jamais dit. On leur a laissé le béton et la question. Chapitre 13. Ce qui reste. Revenons pour finir à cette ligne droite dans la Beauce, à cette poutre qui part du nord d'Orléans, file entre le blé et la betterave, et puis s'arrête. Nous savons maintenant ce qu'elle attend. Nous savons pour quelle machine elle fut construite, quel homme l'avait rêvée, et pourquoi cette machine n'est jamais revenue. La tragédie de Jean Bertin peut se formuler en une seule phrase. Il a réussi à prouver que son véhicule pouvait voler, à quelques millimètres du béton, à plus de 400 km/h. Ce qu'il n'a jamais réussi à prouver, avant que le temps politique ne s'épuise, c'est que la France tout entière devait construire un réseau nouveau, rien que pour lui. La machine a tenu toutes ses promesses. Ce n'est pas la machine qui a échoué. C'est le pari qu'il fallait faire autour d'elle qui, un jour de juillet 1974, a cessé de trouver preneur. On aimerait tirer de tout cela une leçon simple. Que la France a manqué de courage, que la SNCF a triomphé par la ruse, que les technocrates ont tué le génie. Mais aucune de ces phrases n'est tout à fait vraie, et cette histoire résiste à la simplicité, comme la voie résiste depuis 50 ans aux intempéries de la Beauce. L'État qui a tué l'aérotrain est celui qui l'avait fait naître. Le concurrent qui l'a emporté était lui aussi condamné par le même choc pétrolier, et il a survécu parce qu'il savait changer de moteur sans changer d'âme. Et l'homme qui a tout porté est mort trop tôt pour défendre son œuvre. Ce qui reste alors, ce n'est pas une leçon, c'est une image. Aujourd'hui, les rares prototypes sauvés du feu sont protégés comme monuments historiques, restaurés par des bénévoles, veillés comme des reliques. Et dans la Petite Beauce, une partie de la voie continue de franchir les champs, portée sur ses piles, parfaitement droite, obstinément inutile. Les habitants débattent encore de son avenir. La France n'a jamais construit le réseau de Jean Bertin, mais elle a conservé, sans même l'avoir voulu, suffisamment de cette voie pour qu'on puisse encore voir, dans le paysage, exactement où ce futur devait passer. Elle est là. Elle attend. Elle ressemble littéralement à une infrastructure qui attend un véhicule qui ne reviendra pas. Et si vous vous arrêtez un jour au bord d'un champ de la Beauce, devant cette longue ligne de béton qui ne mène nulle part, tendez l'oreille. Les riverains, eux, se souviennent du bruit. Le souffle énorme d'un moteur d'avion, monté sur le dos d'une machine qui ne touchait pas le sol, roulant vers un horizon que la France avait un moment décidé d'atteindre. Aujourd'hui, il n'y a plus que le vent dans les cultures, et une poutre grise qui continue, toute seule, de montrer la direction.